Voilà, on est parti. Donc, salut à tous. Bienvenue dans Secret d'endurance by Nolio. Aujourd'hui, on reçoit un trailer qui prend les sentiers aussi sérieusement qu'il prend son café, avec une pincée d'humour et beaucoup de flair. Il court les ultra-trails comme certains défilent sur les podiums de mode, avec style, détachement presque artistique. On va vous présenter un homme qui pourrait parler de dénivelé positif tout en rigolant sur la gravité. Attachez vos lacets. On accueille le roi du Tchiel running, l'homme qui sourit même face à l'impossible. Germain Grangier, dit Serge. Alors, prêt pour une exploration du mental et du détachement en trail. Allez, c'est parti. Alors, Germain, bonjour déjà. Merci à toi de Salut nous Eric. accorder cet entretien. Pour lancer la conversation un peu, alors tu peux nous dire simplement, hein, on est en fin d'année, en fin de saison, tu as fait une grosse saison 2023. Alors, comment vas-tu en ce moment? Où tu en es dans la vie, dans le travail, dans tout ce qui compte pour toi? Écoute, oui, grosse saison, pas tant quand on regarde les chiffres au final, pas tant au niveau des chiffres, on va dire, voilà, kilométrage, etc. À pied en tout cas. Ouais. Mais écoute, j'ai eu quand même un mois de novembre assez compliqué. J'ai eu du mal enfin, j'ai pas récupéré aussi bien de la diagonale que de l'UTMB. Voilà, je pense que j'ai un peu accusé le coup de ma saison et c'était de toute façon, voilà, je le savais. Donc j'ai vraiment pas cherché à faire quoi que ce soit de forcer. Voilà, je me suis laissé aller. Et puis là, voilà, ça fait à peu près une semaine, 10 jours que je me ressens bien Tu te et puis ressources. voilà, on est parti pour 2024. Ouais, tu te ressources Ouais, chez ouais, toi, carrément. au-dessus de Nice, hein, c'est ça, tu m'as dit, tu habites dans les hauteurs de Nice. C'est ça, ouais, j'habite vraiment à l'extrême nord du département des Alpes-Maritimes, dans Mhm. en gros ce qu'on appelle les premiers bastions des Alpes, en gros les Alpes du Sud. Donc voilà, j'habite entre 1500 mètres et des fois 2000 mètres d'altitude, ça dépend où je me situe dans la vallée. Mais voilà, ici il se passe pas grand-chose et c'est pour ça que j'ai décidé d'y habiter. Ouais, alors c'est vrai que je disais, tu as fait une grosse saison, dans le sens pas forcément effectivement sur le kilométrage entre guillemets, mais sur la grosse saison en performance, puisque quand même deuxième, on le rappelle, à l'Ultra Trail du Mont Blanc cette année, troisième au Grand Raid, c'est quand même des très bons résultats. Alors moi, j'avais première question pour les auditeurs hein, qui ne te connaissent pas, parce que certains, beaucoup même, te connaissent maintenant. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? C'est toujours difficile de faire un mindset, mais brièvement, qui est Germain Grangier en fait? Ou Serge, comme tu veux. Et oui, effectivement, j'ai deux personnalités, c'est c'est mon côté atypique. Mais Germain Grangier, c'est un amoureux de la nature, de la montagne, premièrement. J'ai l'habitude de dire que c'est la montagne qui m'a amené à ce sport et pas le sport qui m'a amené à la montagne. Moi, j'ai toujours habité plus ou moins en montagne. J'adore la vie qu'on a ici. Voilà, les temps un peu off, pas grand monde, les temps vraiment tranquilles, tout seul à l'entraînement, ou même dans la vie de tous les jours. Je suis assez solitaire. Et du coup, voilà qui je suis. Et Ouais. forcément, ouais, passionné de sport. Donc, petit à petit, j'en ai fait ma vie, quoi. Même si j'ai toujours fait du sport, mais maintenant, voilà, c'est mon métier, quoi. Ouais, on va revenir en fait à ce que tu évoques, hein, c'est-à-dire la professionnalisation. Et c'est vrai, de vivre sa passion, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On peut le maintenant depuis quelques années quand même. C'est assez récent. C'est vrai que tu es un amoureux de la montagne et souvent, ce que je questionne, c'est souvent ça d'ailleurs. Moi, j'aime bien revenir un peu de tes débuts, c'est-à-dire notamment dans cette pratique et dans le sport, parce que tu n'as pas fait que du trail, en fait, tu as aussi fait du vélo, du triathlon. Notamment en particulier celle de ton enfance aux Deux Alpes, hein, parce que je crois que tu es né là-bas. Et est-ce que tu penses que ton environnement de jeunesse, il a vraiment façonné la perspective sur l'endurance et le trail que tu as maintenant? Ouais, je pense que bah, en naissant dans cet environnement, les seules activités plus ou moins qu'il y avait intéressantes en étant jeune, c'était des activités liées au sport. Donc moi, j'ai commencé par le ski alpin. Euh, voilà, c'est un sport qui
qui me plaisait énormément. Je me rappelle, j'ai toujours ce sentiment-là. Dès qu'il neige, en fait, je peux regarder la neige tomber à travers la fenêtre. Bon, en ce moment, il n'y en a pas trop chez nous, mais je peux la regarder longtemps. Et clairement, après, mes parents, eux, ont déménagé sur la Côte d'Azur. Du coup, moi, j'ai suivi. Et là, j'étais un petit peu frustré de ne plus pouvoir skier. Du coup, j'ai commencé à faire du VTT, puis du vélo de route. Et c'est vrai que toutes ces années, en fait, j'ai souvent et tout le temps fait des sports d'endurance. Et puis, bon an, mal an, je me suis blessé en vélo de route et j'ai décidé de continuer mes études d'ingénieur en géologie. Et c'est là que j'ai découvert le trail parce que j'avais beaucoup moins de temps pour faire toutes ces longues sorties en vélo, etc. Puis j'avais vraiment, j'étais occupé par les études. Et j'ai commencé à découvrir le trail. Et, euh, et voilà, c'est vrai que ça fait très longtemps que je pratique des sports d'endurance et que pendant très longtemps, durant plein de semaines, j'ai toujours eu une grosse activité Ouais. d'endurance, quoi. Tu faisais pas mal de vélo aussi, non? Tu avais un bon niveau en vélo? Est-ce que tu as voulu à un moment donné faire plus de vélo, mais tu disais que c'est les études qui t'ont arrêté, c'est ça? Bah, j'ai toujours, dès que j'ai commencé le vélo, en fait, j'étais dans un lycée sport-études. Du coup, j'ai fait pas mal de VTT cross-country. Et ensuite, j'ai fait du vélo de route, donc toujours en parallèle avec le sport et mes études. Et là, c'est vrai que bon, j'ai atteint le niveau amateur, en gros, le plus haut niveau amateur. Et c'est vrai que là, que je commençais à me poser des questions, ça m'aurait vraiment bien plu de passer le cap, etc. Mais en même temps, voilà, j'ai eu une blessure à l'artère iliaque qui est assez connue, c'est l'endofibrose, mais la mienne était assez spécifique. Bon, elle se spasmait, c'était compliqué à régler, même avec une opération. J'avais pas 100% de chance d'avoir les résultats escomptés. Et du coup, voilà, c'est le moment de ma vie où je me suis dit, j'ai toujours fait sport et études. Bon, bah, c'est peut-être un signe comme quoi, voilà, faut que je fasse mes études plus à 100%. Mais j'ai pas tenu très longtemps parce qu'en gros, j'ai commencé à faire ces études d'ingénieur et voilà, petit à petit, je me suis vraiment pris au jeu du trail. Mhm. Alors au début, je me blessais beaucoup parce que j'avais pas du tout l'architecture qu'il fallait pour courir et puis j'avais jamais couru avant. J'avais fait du ski, du vélo, que des sports portés, quoi. Donc du coup, j'avais forcément un bon moteur, mais le reste, il y avait rien qui tenait. Donc voilà, c'était mes prémices. Voilà, je me blessais beaucoup. Et Ouais. puis j'ai eu ce diplôme d'ingénieur. Et en même temps, voilà, j'augmentais les distances en trail, ça allait de mieux en mieux. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit bon bah voilà, j'ai eu ce diplôme d'ingénieur. Est-ce que ça serait pas le moment d'essayer de me donner plus dans le sport, vu que j'avais toujours fait un peu les deux en même temps. Et on m'avait toujours dit ah le double projet. Du coup, je le faisais, mais c'est vrai qu'à un moment, le double projet, il faut faire un projet, quoi. Tu vois? Ouais. Ouais. C'est Donc, vrai parce que j'allais te parler aussi, pourquoi pas d'un autre projet, mais je voulais pas en parler, c'est l'accordéon. Mais tu aurais pu être un accordéoniste aussi au bout du compte, parce que tu joues très bien, tu es un très bon musicien, hein. Accordéon, guitare, etc. J'ai vu quelques concerts en live, je rigole sur les plateformes, notamment avec ton ami, c'est Monsieur Jorot, c'est ça, Julien. ouais, c'est ça, ouais. Voilà, voilà. C'est Mais, complet. mais c'est vrai que le fait d'être baigné en fait dans un environnement montagnard, ça aide quand même beaucoup finalement un peu. Ça façonne aussi la jeunesse et l'amour et la passion pour la pratique quand même. C'est plus dur quand on est à Paris quand même, non? Ouais, carrément, c'est beaucoup plus. J'ai l'impression qu'il y a aussi, quand tu nais dans des milieux comme ça, t'as beaucoup plus accès à l'indépendance. En gros, tu te construis un peu plus seul parce que tu es loin de tout ce qui est club, de tout ce qui est très structurant. Donc en gros, tu trouves très rapidement ton chemin et tu trouves très rapidement tes façons de fonctionner. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que forcément, tu commences. Enfin, j'ai l'impression que le plus de temps tu passes seul et le plus tu vas vraiment te trouver, quoi. Et moi, j'ai passé Mm. énormément de temps seul dans ma pratique et c'est ce que Ouais. j'aime aussi dans le trail. J'aime beaucoup m'entraîner seul. Voilà. Et du coup, j'ai l'impression d'être vraiment voilà, dans le chemin que je me suis tracé. Ouais. Et forcément, quand on est dans des milieux comme ça, il n'y a pas grand-chose autour de soi. Et tu as beaucoup de temps pour réfléchir et être seul, quoi. C'est intéressant ce que tu évoques parce qu'on parle on a effectivement
de durée dans la pratique et voilà, le côté passionnel. Mais on a tous besoin d'avoir du plaisir, d'avoir des croyances et des valeurs. Donc en fait, là, les valeurs, les croyances et finalement le plaisir, tu l'as trouvé dans la nature, dans la montagne, parce que tu fais du ski aussi. Tu fais du vélo, du ski, du trail, mais c'est des sports que tu aimes en fait, dans l'endurance. C'est simple. Ouais, exactement. Et c'est encore une fois, tu vois, si je faisais pas vraiment, si le trail n'était pas mon métier, au jour le jour, voilà, je passerais peut-être plus du temps à skier, plus du temps à faire du vélo, plus de temps à faire plein de sports parce que j'aime bien ça, l'escalade, etc. Mais voilà, il y a un moment où il faut aussi choisir bah, là où tu vas être bon. Encore une fois, quand on dit double projet, triple projet, c'est bien, mais il y a un moment où pour être vraiment bon, il faut essayer de se focaliser sur une chose. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé un peu de faire ces dernières années, quoi. Ouais, c'est vrai que les choix aussi, quand même, on voit pas mal de coureurs de trail quand même qui ont démarré aussi des études ou qui ont terminé des études d'ingénieur. Il y a aussi quand même cette conception, on va dire pas intellectuelle, mais vraiment des prises de décision, un peu de rationalité quand même au bout. C'est-à-dire on fait quand même un sport de nature, mais à un moment donné, on l'ordonne quand même, parce qu'on va venir un peu sur le côté de transition professionnelle et vision du trail. On ne peut pas non plus faire un partir one again, beast to fly, et se dire ça y est, je vais être professionnel, sans quand même avoir une vision quand même élaborée, parce que moi, je voulais parler un peu de ton parcours vers le professionnalisme, hein. Justement, à quel moment tu as réalisé que tu pouvais en faire une passion et comment tu l'as construit un peu? Bah voilà, j'étais diplômé en 2015 et du coup à ce moment-là, j'ai fini troisième de l'OCC et Hmm. moi j'avais jamais fait ce genre de distance avant. Bon, j'ai beaucoup souffert, mais je me suis dit bah tiens, j'ai pas mis énormément d'énergie dans l'entraînement pour cette course. Et là, je me suis dit, bah, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est là où le haut niveau m'a rattrapé, en fait. Où, pendant mes études, il s'était un peu mis en sourdine. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, bah, j'étais dans le team Garmin à l'époque. Et j'ai eu l'opportunité de travailler pour Innovate dans le marketing en France. Du coup, voilà, au début, je me suis un peu lancé comme ça. Je n'étais pas professionnel totalement. Voilà, j'ai aidé la filiale sur le côté marketing en France. Et c'est comme ça que j'ai procédé pendant 2 3 ans. Et du coup, je me suis libéré plus de temps pour courir. J'avais du temps chez moi puisque je travaillais la plupart du temps en télétravail. Et, euh, et comme ça, bah voilà, j'ai pu plus courir. Et petit à petit, mes résultats ont évolué. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai faisais moins en moins de marketing et de plus en plus de courses à pied. Et c'est là que j'ai commencé à construire un petit peu, voilà, mes partenaires, etc. Pour être quasiment professionnel, je dirais vers fin 2018, Ouais. 2019. Ouais. L'opportunité aussi peut-être de rentrer en parallèle, c'est-à-dire le niveau, tu l'as construit quand même au fur et à mesure. Tu n'avais pas forcément, parce qu'on peut faire un petit peu la distinction maintenant, les gens ne perçoivent pas ça, mais on a quand même d'abord le bon niveau, peut-être le haut niveau et le très haut niveau. Enfin, si on peut définir comme ça, et puis de passer du haut niveau au très haut niveau, il y a quand même encore une marge, mais du bon niveau au haut niveau, c'est aussi le parcours que tu as fait en développant les marques, etc., aussi, qui t'a aidé, qui t'a accompagné. C'est une opportunité, ça, non? Quelque part. Effectivement, en fait, quand je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être l'occasion de partir, de mettre de côté complètement mon côté ingénieur en géologie, où au final, j'allais passer du temps à étudier ce qui se passe dehors, mais dedans. Et ça me frustrait pas mal dans mes stages de fin d'études, où j'étais passionné par l'extérieur, et au final, je passais beaucoup plus de temps devant l'ordi à étudier ce que j'avais vu une demi-heure dehors. Et du coup, là, je me suis dit, ok, j'aime bien ça, mais ça me fait pas rêver. Du coup, c'est pour ça que j'ai un peu sauté sur cette opportunité, comme tu dis. Mais je pense qu'un truc que j'ai pas mal fait, c'est justement de me laisser le temps et pas de me dire, OK, demain, je suis 100% sportif professionnel. Parce que je pense que je me serais vraiment cassé les dents. Je me serais beaucoup trop entraîné. Je me serais beaucoup trop mis la pression. Et en fait, j'ai fait une espèce de crescendo voilà, en me disant, OK, bon, voilà, je vais avoir 40% de mon temps libre, le reste, je vais travailler en télétravail, etc. Et petit à petit, j'ai diminué
ce travail que je faisais et j'augmentais le côté où ok, je pouvais plus m'entraîner, j'avais plus de disponibilité, j'avais un peu plus de partenaires et voilà, j'ai vraiment essayé de lisser ça pour pas faire de on-off et en gros me cramer en 2 ans en me disant ok bon ben, en fait c'est pas pour moi, j'ai fait 30 heures, 35 heures d'entraînement par semaine, ça marche pas, je me suis cramé. Mhm. Et donc voilà, j'ai essayé d'être assez Progressif. progressif. Et ce qui m'a aidé là-dedans, c'est que j'étais beaucoup blessé justement en commençant la course à pied et j'ai réalisé qu'en fait, il fallait vraiment que je prenne ça avec des pincettes parce qu'au début, j'étais quand même très fragile et j'avais pas du tout le corps fait pour ça, donc je pouvais pas me permettre de Ouais. changer comme ça. Mhm. Mais tes propos sont importants parce qu'en fait, on peut écouter aussi, il y a pas mal une sorte de jeunesse hein, qui débarque depuis maintenant quand même 5 6 ans hein, sur le trail, l'ultra-trail et qui souhaite se professionnaliser. Et où il y a une certaine patience aussi, une sorte de système un peu antifragile de la chose, c'est-à-dire qu'on y va, tu as été progressivement, c'est-à-dire que la progression, elle a été finalement bon, liée fortement aussi à ce que tu évoquais, la fragilité qu'il y avait au départ, et puis finalement cette transition progressive de rentrer aussi par le côté de la marque, etc., qui t'a permis de conforter, d'aller progressivement vers des plus hautes charges, parce que peut-être que tu disais, effectivement, faire 30 heures par semaine les premières années, tu te serais cassé, c'est ça? Ouais, en fait, au début, j'ai essayé un petit peu de transposer mon entraînement de vélo que j'avais toujours connu à l'entraînement à pied, mais en fait, je faisais n'importe quoi parce que je m'entraînais beaucoup trop vite souvent, Mhm. et il n'y a pas du tout les mêmes stress, voilà, sur un sport porté, un sport comme la course à pied. Donc, voilà, il fallait faire attention. Et aussi, en fait, ce qui fait la différence à l'heure actuelle avec les trailers de ma génération, c'est qu'on vient tous d'autres sports parce qu'en fait, le sport a explosé un peu plus tard par rapport à notre jeunesse. Et donc, on converge tous vers le trail, l'ultra-trail, avec des gens qui viennent je sais pas, du kayak, plutôt du ski, il y en a même qui faisaient de la natation, enfin, beaucoup d'horizons différents. Et il y a cette super jeune génération, je pense justement à Louison Coiffé qui a fait deuxième derrière moi au 90 du Mont Blanc, qui m'a vraiment impressionné. Et c'est des gens qui ont grandi avec le trail et presque le trail a été leur premier sport. Et donc c'est ça, c'est super intéressant parce qu'ils ont tout un tas d'adaptations que nous, on a mis du temps Mhm. euh, à mettre en place. Il y a beaucoup de mimétisme aussi par rapport voilà, la médiatisation du sport qui fait que tu peux regarder des courses en live. Et nous, avant, on n'avait pas ce côté-là. Donc ça, c'est une génération qui va complètement, qui va Ouais. progresser extrêmement rapidement et qui va prendre le lead sur les ultras très rapidement, hein, c'est certain. Ouais. Ouais, ce que tu évoques, c'est justement la question que je voulais te poser. Comment tu as vu évoluer le monde du travail depuis, entre guillemets, tu es devenu professionnel. Et là, est-ce qu'il y a des changements significatifs? Et c'est vrai que les changements significatifs, tu évoques effectivement le mimétisme, parce que le trail, là, il s'est professionnalisé quand même, c'est très récent. Et en même temps, on a quand même fortement progressé sur les méthodes d'entraînement. Il y a quand même maintenant beaucoup de coachs en ligne. Toi, je crois que tu as changé de coach à un Américain hein, et tu as changé aussi tes méthodes d'entraînement. Mais justement, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que la préparation, par exemple, physique, est un gap important? Est-ce que le côté mental, pour aborder la compétition, il y a des changements? On va y venir progressivement, hein, puisqu'on est sur le côté du mental. T'inquiète. Ouais, ouais, non, il y a beaucoup pour rebondir un peu sur ce que tu disais au niveau de ton analyse, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'ingénieurs dans le monde de l'ultra trail. Ça va de pair aussi avec la professionnalisation qui fait que maintenant, voilà, quand tu t'inscris sur un ultra, voilà, c'est pas juste si tu veux performer, voilà, avoir un peu de fun sur cette course. C'est avoir une approche logistique, c'est à combien de temps tu vas arriver avant, quelles sont les données de la course. Ensuite, il y a toute cette approche aussi maintenant. Avant, tu voyais pas ça. Maintenant, il y a tout le monde qui est avec son ordinateur en train de planifier les ravitaux, etc., de donner des tâches, presque faire du management. Il y a beaucoup de compétences qui rentrent en jeu, au-delà même du pur running, entraînement, fitness, tu vois. Il y a énormément, et c'est ça qui est aussi intéressant dans l'ultra, c'est que
voilà, généralement, enfin, les courses, elles se prévoient bien avant le départ, tu vois, sur des Mhm. anticipations, sur des stratégies, euh, et voilà, et sur de la logistique aussi. Donc, voilà, c'est comme une petite entreprise à gérer. Et ça, c'est un côté qui m'a beaucoup plu par rapport au vélo où j'avais plus le sentiment que voilà, on avait un mécano, un cuistot, on arrivait, on posait notre vélo, le lendemain, on repartait. On n'avait pas grand-chose à gérer, en fait. Et, Ouais. euh, et là, on est plus en autodidacte, en freelance. Voilà, alors il faut s'accompagner pour pas en avoir trop à faire, mais c'est le côté aussi qui m'intéresse dans le sport et cette gestion de ce sport en fait. Ouais, mais j'avais entendu un petit débat il y a quelques années, justement par rapport au point de ravitaillement. On va pas revenir sur le débat dans le fond et ça serait long d'en parler. Mais il y a aussi ce versant, puisque toi, tu es issu quand même d'un milieu montagnard, un milieu. Tu parlais de cette possibilité un peu d'isolement, de silence avec la nature, et notamment justement d'être en communion avec. Il y a un paradoxe quand même avec l'évolution, on va dire, un peu numérique et les datas et toutes les recherches. Et on va même, tu vois, à dire il faut 1 minute 10 pour tel ravitaillement. Et le fait justement de la pratique en elle-même qui, dans sa logique interne, ne voudrait pas ça. Donc, il n'y a pas un petit delta là-dessus, et ton avis là-dessus, je pense qu'il intéresse. Ouais, exactement. Il y a un delta, mais il y a aussi, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, il y a encore ce côté où on a plein de chiffres, comme tu dis, bah, sur l'UTMB, on a tous nos plans, enfin, que ce soit l'UTMB, la Diag ou quoi que ce soit, on a tous nos plans sur nos tableurs Excel, etc., des chiffres, nos vérités, et puis voilà, ça c'est le plan A, et puis jusqu'à ce que le plan A, il devienne plan B et plan C. Et là, c'est vraiment le côté qui me plaît, c'est l'absence de cadre dans ce sport, même si, comme tu le dis, c'est de plus en plus cadré. Il y a un moment où en fait il va falloir quand même prendre des décisions et il va falloir sortir de son plan, il va falloir s'adapter et ça c'est vraiment le côté qui me plaît dans l'ultra, c'est que voilà, moi je dis souvent à mon ravitailleur bon bah ça tu vois ça c'est le plan A mais sois prêt à ce que à 90% ça se passe pas comme ça quoi. Ouais. Et ça c'est super intéressant et au final, c'est aussi quelque chose qui se travaille en amont, justement, pouvoir sortir de son plan, Ouais. s'adapter. Ce que tu évoques, c'est intéressant. Ça veut dire que justement, on a oublié que, en effet, notre cerveau est fait pour survivre et on doit s'adapter. Et donc, on est quand même dans des situations parfois difficiles. Et on paye quand même un dossard vachement cher, en fait, la plupart, hein, pour aller souffrir, en fait, ou pour aller au moins avoir de la douleur. Éventuellement souffrir, c'est une option. Mais on a oublié que c'est quand même un sport où c'est long et que le corps, il n'est pas forcément super adapté tout le temps. Il y a des conditions parfois qui arrivent. On va y revenir un petit peu, mais où ça peut être très dur, quoi. Et toi, tu l'as vécu, je crois, au Grand Raid cette année, mais aussi les autres années, je crois, hein, parce que le Grand Raid, par exemple, est une expérience intéressante, non, pour ça. Le grand raid, oui, le grand raid, c'est jamais facile. Ouais. Euh, En plus, il y a, voilà, par rapport à des courses plus cadrées, voilà, pour revenir à l'UTMB, on est quand même dans une zone de confort sur l'UTMB où il y a beaucoup de choses qui sont cadrées, le parcours est assez fluide. On sait qu'il n'y a qu'une personne qui rentre au ravitaillement, on sait qu'on aura peut-être tel ou tel aliment à tel ou tel ravitaillement. Voilà, c'est très cadré. Et la Diag, bah, c'est un petit peu l'inverse en fait, et c'est ça que j'aime bien, et j'aime bien ce contraste, que vu que les courses sont vraiment proches, tu passes d'un truc qui se professionnalise extrêmement, voilà, à la limite de l'Ironman, où tu connais Ouais. voilà, il y a très peu d'inconnus. Ah, tu passes à la Diag, où tu te dis, OK, bon, bah là, je peux me perdre. Le parcours va peut-être être dévalisé, c'est pas sûr. Il va faire peut-être froid, peut-être chaud, on sait pas. Ils ont dit qu'il y avait de l'eau ici, mais au final, il n'y en a pas. Et ça, et puis, il y a des journalistes partout qui courent avec toi. Voilà, ce côté un peu folklorique. Moi, ça me plaît parce que ça ajoute encore plus d'inconnus. Et plus d'éléments à devoir contrôler, jouer avec, s'adapter sur la course.
Et donc, forcément, c'est intéressant. Bon, moi, cette année, en plus, je suis parti, je m'étais tordu la cheville 10 jours avant et retordu 7 jours avant. Du coup, je m'étais ajouté quand même d'autres données. Et je pense que c'est pour ça que j'ai aussi vraiment, vraiment souffert jusqu'au bout, quoi. Enfin, vraiment, j'ai vraiment un peu craqué sur la ligne d'arrivée. Pas craquer en finissant troisième, c'est quand même pas mal du tout. On va passer un petit peu à la gestion mentale et notamment sur l'aspect de la motivation parce que c'est un sport exigeant quand même, l'ultra trail. On parle là du Grand Raid. Bon, l'UTMB, c'est un petit peu différent, mais tu as fait des courses, tu as gagné le Val d'Aran, tu aimes l'ultra trail, l'ultra distance. Comment tu fais pour maintenir la motivation d'année après année et puis justement, et notamment par rapport aux défis que tu peux te donner? Euh, on va pas parler d'outils, mais la motivation en elle-même, tu arrives à rester motivé toute l'année et sur d'année après année? Ouais, parce que je prends chaque année un peu comme un nouveau départ. J'essaye, je me dis, j'ai des saisons assez, enfin, je sais pas si je dirais atypiques, mais généralement, pendant 6 mois, je fais jamais de trail running en compétition. Donc moi, pour moi, ma saison, elle reprend généralement, mes premières courses, c'est fin avril, début mai. Et Mhm. tout l'hiver, voilà, j'essaie de. Alors, il y a quelques années, j'avais plutôt mis l'accent sur le côté athlétisme, essayer de développer ma vitesse, la foulée, etc. Pas mal mon pied. Et là, ces dernières années, même si j'ai toujours fait du ski de rando, mais plus dans l'esthétisme, dans le voyage, dans des belles boucles et tout. Là, voilà, j'ai mis un petit peu l'accent sur le côté un peu plus voilà, athlétique du ski de rando, donc la pratique du ski alpinisme. Et c'est vrai que voilà, j'ai un petit peu une polarisation de mon approche en hiver qui fait que je suis jamais dans un truc très structurant et très redondant. Mhm. Du coup, voilà, j'arrive à garder un niveau de motivation et surtout en fait, ouais, j'ai installé plutôt des routines qui fait que en gros, voilà, je me lève, je vais m'entraîner, Mhm. c'est ma vie quoi. Donc Ouais, pour l'instant, voilà, je reste motivé, je reste curieux surtout de pratiquer, de voir comment j'évolue, en ajoutant voilà certaines composantes, jouant sur certains leviers, j'en abaisse d'autres, j'en monte d'autres, je vois ce que ça dit. Et comme ça, c'est vrai que je reste toujours motivé et toujours content de m'entraîner, quoi. ouais, c'est intéressant. C'est-à-dire, là, tu parles aussi des principes un peu d'alternance. C'est-à-dire, dans la saison, effectivement, tu vas aller faire du ski, tu vas aller peut-être faire du ski alpe ou du ski mo dans une période qui n'est pas forcément une période non plus tout le temps compétitive. Et puis arriver après dans une période, parce que on parle souvent de lassitude et finalement, on pourrait presque user un peu le système dopaminergique, tu vois, de la motivation parce qu'on fait toujours la même chose. Et je pense que là, je donne un petit cliché sur le côté de l'île de la Réunion où on peut faire du trail du mois de janvier au mois de décembre. Tu vois, Ouais, donc c'est ça aussi. Et je crois que selon le contexte dans lequel on est, je crois que la motivation aussi, on voit ceux qui réussissent quand même des parcours, et il faut le dire, c'est ceux qui ont de l'alternance, des principes d'alternance et qui arrivent à switcher sur une autre saison, entre guillemets. C'est un peu ça ce que tu évoques. exactement. Moi, j'ai l'impression que quand je suis à la fin de ma saison de trail, je suis super content qu'on arrive sur de la neige et sur d'autres pratiques. Et voilà, encore une fois, là où j'habite, c'est super parce que justement, j'ai l'impression qu'il y a des activités qui sont plus liées à des saisons. Voilà, je vais faire plus de VTT parce que voilà, en ce moment, parce qu'il n'y a pas de neige, du coup, je m'éclate en faisant ça. Peut-être un peu plus d'escalade et de montagne en printemps. Enfin, voilà, j'ai plein en gros, j'ai une grosse palette d'outils et après, je me sers dedans. Et après, c'est sûr que maintenant, avant, j'ai l'impression qu'il y a peut-être 5 6 ans, tu pouvais un petit peu faire ça toute l'année et arriver sur des ultras et être plutôt performant. Maintenant, ça devient quand même de plus en plus compliqué. Il faut quand même ajouter beaucoup de spécificité. Ça se court de plus en plus vite. Comme on disait, il y a beaucoup moins de place au hasard sur toutes les approches, sur les ravitaux, sur les stratégies. Donc maintenant, voilà, c'est bien de faire ça, je pense, voilà, en amont des objectifs. Et après, bon, c'est vrai que maintenant, il faut quand même plus s'atteler
à courir après les objectifs, quoi. Ouais, c'est vrai que là, on parle de gestion aussi d'une carrière. Justement, en tant que coureur professionnel, toi, comment tu gères les pressions, les attentes? Bah, non seulement les tiennes, hein, mais aussi celles de ton équipe, de tes sponsors, de ton épouse, de tes supporters. C'est pas difficile ou pour toi, c'est naturel? J'essaie de me focaliser sur moi, en gros. Ouais, On dit, ouais, t'as l'impression, en fait, voilà, toutes ces pressions externes, t'as l'impression d'avoir tous ces gens qui veulent que tu fasses, que tu ouais. veux, ouais, ils veulent en gros que tu fasses quelque chose. Et voilà, moi, j'essaie de me mettre en antagoniste par rapport à ça. Et je me focalise moins sur le faire, mais plus sur l'être, tu vois. En Hmm. gros, voilà, je préfère être que faire. Et qu'est-ce que ça veut dire être pour moi? Voilà, c'est avoir du plaisir au quotidien, vraiment cibler ce qui sont mes objectifs et ce que mes sponsors veulent que je fasse. Et voilà, moi, je me place entre ça. Et au final, si je réussis à être et à vraiment vouloir réaliser ce que j'ai envie, et ben du coup, ça se passe bien, quoi. Mais généralement, ouais, avant, j'avais un peu plus de mal, mais maintenant, j'ai vraiment pris du recul par rapport à ça. Et, euh, et Ouais. j'ai aussi beaucoup appris à dire non. Ça Et du s'apprend, hein? coup, ouais, surtout quand t'es plus Ouais. d'un caractère voilà gentil, altruiste, Hmm. etc. Au début, tu te fais un peu manger et après c'est voilà. Des fois, tu peux paraître pour un peu un Hmm. débile ou quoi, mais en gros, tu te protèges et tu dis non et parce qu'au final, voilà, toutes ces marques qui t'accompagnent, et c'est très bien, c'est elles qui font que je vis de ça au quotidien. Mais voilà, je leur rappelle souvent que ils sont venus me chercher parce que je pratiquais de cette façon en fait. Hmm. Et il faut surtout pas que je dévie par rapport à leurs envies à eux. Voilà. Donc, s'ils sont venus me chercher, c'est parce que je pratique de cette façon, c'est parce que je suis heureux comme ça. Et Et de toute toi-même. façon, voilà, ça va se voir sur la communication. Donc, voilà, j'ai pas envie de faire des choses que, que j'aurais pas fait avant, etc. Bon, dans la limite du possible, mais voilà, j'ai pas envie de dévier de mon chemin parce que j'ai des biais, entre guillemets, commerciaux, etc. Ouais. Mais en tout cas, merci de ta sincérité parce que c'est vrai que on est tous plus ou moins fragiles et vulnérables et puis on le dit pas forcément. Et c'est vrai que savoir dire non, c'est aussi, ça demande un gros travail mental. Ça demande parce Mm, qu'on est vite mis en avant. Et c'est vrai que on peut avoir une population, un jeune qui nous écoute, mais pas que jeune, hein. Pas mal de coureurs peuvent souffrir de ça, c'est-à-dire d'aller chercher en fait cette reconnaissance en permanence, parce qu'on a tous besoin d'être reconnus socialement par nos pairs et c'est difficile. Donc merci. Puis on a quand même une vulnérabilité. Mais justement, ça allait sur la question que j'allais te poser, c'est dans quelle mesure estimes-tu que la préparation mentale, la psychologie, entre guillemets, du sport, peut influencer la performance ou est-ce que tu penses que c'est selon le comportement, c'est-à-dire que toi, est-ce que tu as besoin de te préparer mentalement ou le contexte autour de toi, c'est-à-dire ton épouse, tes proches ou des personnes, te permettent finalement de te protéger de... Parce qu'on peut être vulnérable et la montrer, la vulnérabilité, et justement, quand on est à haut niveau, c'est difficile. Ouais, effectivement. Après, ce qui est intéressant avec la prépa mentale, c'est que ça va souvent au-delà du simple facteur de performance. Je veux dire, Mm. des fois, la préparation mentale, ça se limite pas justement à mettre un plan en place pour la course. Tu vois, justement, des fois, c'est gérer, pour revenir à ce que je disais, c'est gérer, avoir dit non à quelqu'un et que ça te mette pas dans un bad mood pendant 2 jours parce que tu as dit non. Donc, et ça, c'est super important parce qu'au final, ça va refléter plus tard sur ta prochaine séance ou je sais pas quoi parce que ça t'a stressé pendant 2 jours. Donc, ça, c'est super important de travailler là-dessus. Et je dirais même que, ouais, la prépa mentale, c'est même plus important pour le quotidien d'accepter, de lâcher prise sur plein de trucs pour justement savoir recaler son énergie mentale sur les choses
qui font sens et pour toi et sur les choses qui sont ta priorité, en fait. Mhm. Et c'est là pour moi qui est la clé, en fait. Ok, on a tous besoin d'être forts dans des moments durs, en course. Ok, on a tous besoin de s'accrocher. Mais ça va être facilement mis en place si justement, pendant toutes ces semaines ou tous ces mois à l'avance, tu as bien géré et tu as été capable de t'équilibrer voilà, mentalement pour pas lâcher trop de cartouches dans telle ou telle négociation, dans tel ou tel échange. Et c'est ça qui va faire qu'au final, tu auras une fraîcheur mentale au départ et une envie, etc. Donc, c'est plus au jour le jour, pour moi, que la prépa mentale est, Mhm. alors, prépa mentale ou juste réfléchir sur ce qu'on fait et sur comment agir. Mais, euh, mais ouais, Mhm. de toute façon, c'est comme l'entraînement, hein, c'est ce que tu fais au jour le jour qui au final, Ouais. payera, plus tard, quoi. Et c'est vrai que le mental, c'est souvent un mot tabou parce que toi, tu es en couple avec une Américaine, mais aux États-Unis, c'est pas un mot tabou. En fait, ils préparent tout jeune. Non. Et nous, on a été quand même bercés avec la psychologie de Freud et finalement, sur l'aspect psychologique, dès l'instant où on fait du mental, on va faire que de la psychologie, alors que finalement, le mental, c'est la vie de tous les jours, c'est l'intégration de la gestion de tout, des émotions, de la douleur qu'il peut y avoir, du travail qu'on va avoir, etc. Et donc, est-ce que justement, avec Cathy, elle a cette approche qui est intéressante pour toi aussi? Ouais, effectivement, le mental, c'est tellement vaste, comme tu dis. C'est vrai que pour revenir sur ce que tu disais, en France, on a l'impression d'avoir un problème quand on a un psychologue ou un préparateur mental. Les gens, généralement, disent, ah ouais, bon, t'arrives pas à faire ça, du coup, tu dois en parler à quelqu'un. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, oui, c'est clairement différent. On voit plus préparateur mental comme quelqu'un de clé dans la performance et même dans la performance au jour le jour, dans le bien-être au jour le jour. Donc ouais, il y a pas mal de choses qui viennent vraiment en antagonisme avec les visions, alors pas européennes, je dirais, parce qu'il y a quand même des pays comme l'Allemagne, là-dessus, c'est quand même très avancé, ou même l'Angleterre, et nous, j'ai l'impression que les pays latins, on est un peu plus un poil plus en retard, un peu plus un peu voilà, nonchalant. Mais c'est vrai que ouais, sur plusieurs niveaux, il y a quand même des degrés d'importance différents, bah, justement ouais, sur la préparation mentale et cette approche mentale aux États-Unis. Ouais. Quasiment ouais, tous les athlètes préparent mentalement et ont des routines, etc. Enfin, c'est c'est très commun, quoi. Ouais, c'est ce que tu évoques, c'est du normal au pathologique, on a l'impression que des fois, aller voir quelqu'un de mental, c'est qu'on a des faiblesses, presque une pathologie mentale, et qu'il faut, alors que au contraire, hein, justement la question que je pose à tous tous ceux que je reçois depuis cette année et cette saison 2023, c'est toujours la question un peu pénible. C'est quoi le mental en fait pour toi? Est-ce que tu pourrais nous donner une petite définition à la tienne en fait? Euh, le mental, pour faire court, c'est tout ce qui relève des fonctions cognitives, en gros, tout ce qui est, ouais, voilà, tout ce qui est lié à l'activité cérébrale, et ce qui est caché en toi, et ce que tu ne transparais pas aux autres, quoi. Donc, ça peut être beaucoup, puisque généralement, oui, on a un énorme sac, un énorme baluchon, mais ce qu'on montre, c'est le petit sac à main, quoi. Donc, c'est beaucoup de non-dits, c'est beaucoup de choses qui doivent s'exprimer, et c'est pour ça que le travail, c'est important. Ouais, merci en tout cas de ta définition. C'est vrai que on est quand même des êtres d'émotion et après, au niveau du cortex préfrontal, on doit prendre une décision et souvent, c'est pas forcément la bonne tout le temps si on n'a pas travaillé sur ses émotions, sur pas mal de choses. Alors, je voulais justement un petit peu glisser parce que il me reste quelques petites questions. Hein, il va nous rester encore une petite vingtaine de minutes. Euh, Notamment sur la gestion de la douleur, notamment et de la résilience, parce que c'est intéressant ce débat-là, notamment dans l'ultra, parce que lors de la Diagonale des Fous, hein, on va y revenir, j'aime bien reprendre un petit peu les traumas. Non, je rigole, c'est pas forcément. Mais t'as quand même mentionné, et moi je l'ai noté, hein, que tu avais vraiment souffert hein, énormément. Et moi je voulais savoir comment tu as géré en fait cette douleur, cette fatigue dans ces moments extrêmes.
Ouais, j'ai souffert ben justement cognitivement Mhm. énormément Mhm. parce que ouais, pour en revenir à l'approche de la course, j'étais vraiment à 2 jours. Je savais, j'ai pas quasiment pas couru la dernière semaine. Je savais pas du tout si j'allais tout être capable de courir avec cette entorse. Donc tous les jours, j'allais voir des kinés, etc. Donc je suis parti avec vraiment en me disant, ok, bon bah la diag, c'est le test grandeur nature. Comme toute la première partie n'est pas très technique, c'est que en montée, que de la route. Je me suis dit, bon, bah, ça me fera un petit test pour voir comment je vais aborder cette course. Mais c'est très compliqué. Alors, j'avais essayé de travailler un peu la semaine d'avant pour pas trop focaliser sur ma cheville, mais en même temps, il fallait que je garde un peu d'attention pour pas la retordre, parce que c'était un petit peu le mot d'ordre des kinects. Tu peux partir sur la course, mais te la tords pas trop violemment. Et du coup, comme voilà, c'est un peu une course longue et technique, c'est compliqué, c'était compliqué à gérer. Et quand je dis j'ai beaucoup souffert, c'est que j'ai mobilisé extrêmement beaucoup d'attention au niveau de cette cheville. En plus, il y a eu la chaleur qui fait que, bon, ça, j'étais préparé, je savais qu'il allait faire chaud et Ouais. j'avais essayé de préparer ça en amont. Mais c'est vrai que ce second facteur-là euh, m'a mobilisé extrêmement mentalement et comme quoi, en fait, on peut être complètement épuisé mentalement. Parce que je me rappelle avoir fini ce chemin des Anglais et j'étais complètement vidé mentalement. J'arrivais plus à réfléchir, plus à trouver des, Les voilà, ressources. des leviers pour Mhm. avancer, Mhm. etc. J'étais, si bien qu'en haut du Colorado, j'ai quasiment la dernière descente, je me suis dit, OK, bon, ouais, ouais, j'arrivais plus vraiment à tout coordonner. J'étais vraiment au bout mentalement. Ouais. Intéressant, c'est-à-dire que on arrive quand même à avancer. Donc, c'est là où justement on arrive quand même à produire quand même de l'effort. Ça veut dire qu'il reste de la force dans les. C'est vraiment là-haut, la connexion qui fonctionne mal. Il y a un épuisement mental. Ouais, il y a un épuisement Hmm. et je me suis rappelé, arrivé en haut du Colorado, je me dis, OK, bon, bah, c'est bon, là, je me suis pas tordu la cheville de tout le grand raid. Maintenant, j'ai plus qu'à descendre cette descente, même si je descends en marchant, ça va le faire. Mais tu vois, j'étais tellement dans l'incertitude que sur un fragment de seconde, en fait, je me tords la cheville, c'était fini. Donc, c'est pour ça que les gens me disaient toujours, ah, bah, c'est bien, t'es deuxième, tu vas finir deuxième. Et je leur disais, Ouais. ouais, mais je suis pas arrivé et ils savaient pas que j'avais en gros, cette épée de Damoclès qui à tout moment pouvait me tomber dessus. Donc, mais ça m'a fait pas mal grandir mentalement parce que maintenant je me dis, bah, tiens, j'ai fait le grand raid avec ça, Ouais. ça va être trop bien la prochaine fois que je prends le départ d'un ultra où tout sera ouvert. Donc, Ouais. ouais, après, ce que j'ai bien aimé pendant cette course, c'est justement que j'ai trouvé des adaptations pendant la course, justement, pour essayer de moins mobiliser ma cheville. J'ai trouvé des types de foulées différents que la semaine d'avant, en fait, j'ai jamais trouvé. Et ça m'a fasciné parce qu'une semaine avant, tous les jours, j'essayais de trouver des différentes poses de pied, etc., pour moins solliciter. Et là, j'ai trouvé pendant la course. C'est Mhm. pour te dire l'espèce d'ébullition mentale qu'il y a pendant ces courses. C'est que tu es constamment en train de checker, de trouver des solutions et tu es vachement plus productif, en fait. Ton intensité mentale est tellement haute que tu trouves des solutions. En fait, pendant une semaine, j'ai pas trouvé, quoi. Alors que là, à 24 heures, au bout de 12 heures, j'ai trouvé. C'est sympa ce que tu évoques. Ben, c'est la première fois qu'on l'entend aussi dans ce podcast, c'est-à-dire qu'on a 80 milliards de neurones et puis il y aurait une sorte de plasticité neuronale qui se fabriquerait Ouais, pendant c'est la ça. course. C'est ça. C'est On ça, va, ouais. on va faire un papier de recherche scientifique là-dessus. C'est intéressant. C'est-à-dire que on va Non, produire des nouvelles zones, mais c'est intéressant parce que dans la fatigue, peut-être qu'au bout du compte, on construit des choses. Ça veut dire ça. ouais, et puis c'est Mhm. au-delà de ça, il y a même des fois où, je sais pas, tu restes bloqué dans la vie de tous les Mhm. jours sur des trucs, je sais pas, n'importe quoi. Enfin, t'es à la banque, t'arrives pas à faire ça, t'es là, t'arrives pas à Mhm. faire ça. En fait, t'es dans des espèces d'impasse Ouais, où, en gros, t'arrives pas à trouver la solution. Puis bon, tu le mets de côté et là, tu vas courir 3 heures et tu ouais, reviens, tu fais, putain, ouais, merde. C'était ouais. ça, quoi. Et en C'est- fait, ouais, alors c'est peut-être le lâcher prise Ça s'appelle le mais il y a réseau quelque par chose qui se défaut, hein. passe. C'est le réseau par Ok, défaut. d'accord. Ouais, ouais, s'il y a une petite zone, un réseau par défaut qui te permet d'avoir une sorte de dissociation, en fait, tu vois, à un moment donné, Ok. corporelle
et du cerveau. Et peut-être on l'a travaillé plus, peut-être en courant. On est tellement fatigué que on peut plus en fait connecter la décision. On peut plus travailler. On peut pas te Mhm. donner une équation à faire ou à jouer de l'accordéon à grande chaloupe, non? Ça serait difficile. Peut-être, faudrait essayer. Ouais. On va tester. Euh, J'avais une dernière question justement sur cette gestion de douleur et de résilience, hein, parce qu'on est un petit peu là-dedans et sur le côté mental. Comment tu peux faire face aux échecs et aux performances en dessous des attentes? C'est des questions qui sont posées, qu'on va poser aussi, on m'a dit de te la poser. Est-ce qu'il y aurait, tu vois, il y a une course, toi, un événement en particulier qui t'a appris cette leçon ou alors tu as déjà un canevas un peu dans ta tête? Hmm. Bah, globalement, l'an passé, j'ai eu pas mal bon, pas de soucis, mais j'ai été beaucoup malade et en fait, j'ai eu vraiment des difficultés à avoir une saison linéaire et surtout un entraînement consistant. Du coup, c'est vrai qu'à chaque fois que je me présentais au départ d'une course, je savais que ma forme, elle n'était pas optimum et qu'elle, qu'elle n'était pas justement développée au maximum pour cette course-là. Et du coup, c'est vrai que ça m'a pas mal appris cette dernière année à gérer ça et à me dire, à prendre du recul et à me dire de toute façon, en gros, je fais cette course. J'utilise l'aspect compétitif avec l'adversité pour justement essayer de me donner au maximum et d'avoir en gros voilà, une meilleure version de moi-même sur la course. C'est ça qui m'anime dans la compétition. C'est pas forcément d'aller me battre contre un tel ou un tel Hmm. parce qu'en ultra, si tu pars au frontal comme ça, c'est pas terrible. Mais c'est plus l'adversité en fait qui va me pousser à me donner au max. Et en fin de compte, ouais, c'est encore une fois l'acceptation. Je veux dire, Hmm. si t'es quatrième et que tu donnes le meilleur de toi-même, qu'est-ce que tu peux contrôler? Voilà, les gens sont meilleurs que toi, ok, ils sont un peu mieux entraînés, ils ont eu une meilleure approche. Voilà, j'ai envie de dire, tu repars avec ce que tu as et tu continues à travailler et tu verras la prochaine fois. Mais du moment où tu as exploré, on va dire, le max de tes capacités, c'est compliqué Ouais. tu vois, de rentrer déçu. Je veux dire, il y a un moment où, justement, cette préparation au jour le jour, préparation mentale te fait relativiser rapidement. Ok, bon, t'as donné ce que tu devais donner, t'as tout donné, les autres sont devant. Ok, bah voilà, tu rentres à la maison, tu retournes travailler et on verra la prochaine fois ce que ça donne, quoi. Ouais, on voit quand même qu'il y a eu un travail effectivement de mental et bravo parce que on entend hein, les mots de contrôle, d'acceptation, etc., qui sont des mots vraiment très forts. Parce qu'effectivement, quand on n'accepte pas, on est plutôt dans la rumination, tu vois, dans l'évitement des choses. Et au bout du compte, bah, ce que tu évoques, c'est très très important à nos auditeurs. C'est qu'à un moment donné, on voudrait contrôler des choses qu'on ne peut pas contrôler au bout du compte. Des autres, par exemple. C'est ça, exactement. Ah, même si des fois le processus de rumination, moi, personnellement, je l'utilise, je me dis, ok, bon, allez, 1 à 2 heures, je vais ruminer, ça va me Ouais, retirer. t'acceptes de ruminer. C'est accepter de Ouais, ruminer. voilà, exactement. Et puis je me dis, bon, allez, maintenant, ça C'est suffit. normal. Et, mais oui, voilà. Après, c'est bien, tu peux jouer aussi avec des émotions. Ouais. Voilà, je joue souvent avec des émotions, tu vois, je me mets en colère pour rien, pour un rien. Je vais dire, bon, allez, vas-y, je me mets en colère 10 minutes. Et Ouais, après, mais tu les dans comprends. l'autre. Tu comprends que tu es Ouais, en voilà, colère. exactement. C'est pas Et pareil. ça, le jour même de la course, c'est aussi des trucs que tu peux. Je me rappelle, souvent sur les ultras, il y a des gens qui te parlent ou des trucs comme ça. C'est des informations que tu reçois, et en fin de compte, des fois, il y a des gens qui disent des trucs que t'as pas du tout envie d'entendre. Mhm. Mais voilà, faut être prêt à ça aussi et avoir ces petites parades. Donc ouais, moi, j'aime bien penser à ça aussi. Ça me fait rire. Ouais. En tout cas, merci vraiment de te confier. Il me reste trois questions, hein, et notamment sur les conseils, les perspectives un peu d'avenir, et notamment sur une conclusion personnelle, et notamment sur les conseils. On a c'est vrai, une population de plus en plus jeune, on l'évoquait. Quel conseil tu donnerais, toi, aux jeunes athlètes qui, finalement, aspirent à devenir des coureurs de trail professionnels? Toi qui l'es professionnel, il y en a très, très peu, hein, en fait, maintenant, hein, qui sont professionnels, qui en vivent. Ouais, il y en a très peu, mais c'est vrai que voilà, le trail quand même explose ces Ouais, dernières années, ou ces même toutes récentes dernières années, et il va y en avoir de plus en plus. Euh, Moi, je pense que la nouvelle génération qui arrive est beaucoup plus
talentueuses que nous, justement, dans cette approche. Ouais, ils montent plus vite, ils descendent plus vite, ils réfléchissent plus vite. Donc après, même si l'ultra trail est un sport d'expérience, voilà, moi ça va pas me choquer s'il y a quelqu'un de 24, 25 ans qui arrive à faire des choses très très bien sur un ultra, voilà, à très court terme. Voilà, juste ce que je peux donner comme conseil, c'est de pas se faire trop vite. Ouais. Voilà, des Il y a les- fois, comme disent les Américains, less is more. Des fois, c'est beaucoup mieux de voilà d'essayer de cadrer ce que tu veux faire et d'avoir peut-être le voilà le stress minimum pour un maximum de performance. Mais ça, c'est assez dur à trouver et je pense que ça se trouve aussi avec l'expérience dans des sports qui sont peu cadrés comme les nôtres. Mais ouais, peut-être un petit peu, je vais dire, tam- ouais, c'est tamponner un petit peu ouais. la jeunesse qui pousse à faire des fois un peu trop de conneries rapidement, quoi. Même si c'est super important de faire des conneries, mais il faut trouver la jauge en fait. Ouais, après, avant 25 ans, on n'est pas complètement, tu vois, construit sur la maturation non plus. Donc, c'est vrai qu'il Ouais. y a besoin d'accompagnement. Alors, en tant que professionnel, justement, c'est quoi ton point de vue hein, sur l'avenir du trail running? Est-ce que toi, comment tu envisages ton rôle un peu dans le futur, euh, éventuellement? Bah déjà, ouais, j'encouragerais les jeunes à s'entourer, mais pas trop dès le début, parce que ouais, faut pas oublier qu'on est dans ce sport cadré, non cadré, ou un peu en faisant le parallèle avec mes études, où en gros, t'es ingénieur en géologie, mais t'es incapable de dire si le glissement ou les rochers ils vont tomber dans 1 an, 2 ans, dans 2 semaines, à moyen ou court terme. Et en fait, c'est la magie de la science aussi, c'est que en fait, voilà, on se fixe des limites dans nos modèles, etc., et on joue à l'intérieur, sachant qu'en fait, on est en train de voilà d'hyper simplifier un contexte c'est ce qu'on essaye de faire dans nos approches en ultra trail. On essaie de fixer des limites, de simplifier l'approche de cette course, de dire on va prendre 40 grammes de glucides là, 2 grammes de protéines là, et en fait, il y a tout qui explose à un moment parce qu'en fait, voilà, on est Trop de contrôle. dans un sport, voilà, on est dans un sport sans cadre, on est des êtres vivants, il y a des conditions météorologiques, et voilà, maintenant il faut redistribuer les cartes. Donc je Mhm. pense que voilà, pour les jeunes, c'est important de s'entourer, mais aussi de faire ce travail sur soi à l'entraînement, mentalement, parce qu'au final, dans ces situations-là, on est tout seul et il faut savoir qui on est pour avancer, quoi. C'est bien aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une expérience, on parle souvent d'expérience un peu physique, corporelle, et puis d'exploration mentale. C'est ça, en fait, que tu évoques un peu par rapport aux jeunes, c'est-à-dire lancez-vous, mais en fait, pourquoi on fait de l'ultra-distance? Puisque toi, tu as choisi ça, effectivement, on est pro, mais à la base, le but ultime, entre guillemets, n'est pas d'être finalement pro, c'est de le vivre aussi intensément, non? Ouais, le but ultime, en fait, pour moi, Mm. c'est d'avoir cette vie à la montagne, de pouvoir m'entraîner au jour le jour. Alors oui, j'ai des partenaires que je dois satisfaire, etc. Mais moi, c'est un peu mon rêve, voilà, c'est de vivre cette vie, d'être en intersaison, d'aller couper du bois, d'aller voir mes 4 5 potes de la vallée, de faire un peu de sport avec eux, de faire un apéro au coin du feu. Voilà, ça c'est mon rêve de vie et c'est le trail professionnel qui me l'apporte. Donc voilà, après à moi de d'être performant parce que c'est quelque chose qui m'anime et j'ai envie de me découvrir, de connaître mes limites. Mhm. Euh, mais en gros, la finalité, voilà, je suis pas professionnel pour juste faire du TMB, quoi. En fait, Ouais, il y a une vie à côté. Hein. Tu dis, attention, quand on dit homme coupé du bois, hiver rude, hein, c'est ça. C'est exactement. toute une Non, histoire, mais ça, je c'est crois. vrai. Oui. Ouais, c'est ça. Et quand tu vois la médiatisation, etc., c'est vrai que des fois, en fait, on se fait Ouais, vite prendre à se dire, ouais, j'ai envie d'être professionnel, mais quelles sont les bases, en fait, et pourquoi, enfin, moi, si tu veux, j'ai toujours fait du sport. J'ai jamais cherché à avoir d'équipement ouais. avant d'avoir un certain niveau. Tu vois, c'était même pas l'équipement qui m'animait. Je faisais du VTT, j'avais des vélos Toys R Us, enfin,
Enfin, vraiment, je faisais des trucs toujours beaucoup plus poussés par rapport à ce que j'avais. Et puis petit à petit, je me dis, ah ouais, tiens, il y a ces équipements-là, ah ouais, tiens, il y a ça. Mais c'est vraiment pas le côté, on va dire, vraiment matériel qui m'a attiré dans ce sport et le côté résultat, quoi. C'est vraiment ouais, Hmm. l'approche en Est-ce qu'on semaine peut, ouais, est-ce qu'on pourrait parler d'un mot, le côté du détachement aussi, là, parce que tu évoques aussi, et ce qu'on aime beaucoup, hein, on apprécie fortement, c'est ce côté décalé de Serge, de l'humour. Finalement, t'es toi-même. Et pas Ouais, mal ouais, exactement. il y a des gens qui construisent une identité, mais qui collent pas, en fait, c'est ça? Ouais, Hmm. exactement. Ou après, Hmm. en termes de communication, faut généralement Hmm. pas se forcer à être Hmm. avec celui qu'on n'est pas. C'est vrai que ça sonne faux et c'est dur à conceptualiser pour la personne. Ouais, Moi, c'est vrai que ce côté Serge, voilà, c'est justement, c'est sympa. le gars qui se fout de ma gueule quand je deviens trop ennuyeux avec mes chiffres et tout. En fait, voilà, je lui dis, bon, en fait, arrête de te prendre au sérieux par rapport à ça, parce que justement, c'est Ouais. bien, c'est des chiffres, mais au bout d'un moment, ça veut rien dire. C'est un peu mon paratonnerre, tu vois, des Hmm. fois, quand les Ouais. choses deviennent trop sérieuses, bah voilà, Serge prend le dessus et met un petit peu de légèreté et on repart, quoi. Alors, on a les petits dials et les petits anges à côté qui nous parlent. Voilà. J'avais une dernière question, et effectivement, on va clore ce magnifique entretien. Vraiment, merci de ta sincérité, c'est vraiment sympa. Est-ce qu'il y a, toi, un message ou toi, une pensée que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Enfin, quelque chose qui te tient à cœur, justement, par rapport à ta pratique. T'es libre, en fait, là, sur un champ libre. Écoute, j'ai rien de trop inspirant à partager. Je vais pas te citer un truc que j'ai lu sur Google. Donc non, en vrai, non, Mhm. j'ai rien trop d'inspirant à partager. Voilà, Mhm. faut juste Si. être qui on veut être. Après, Mhm. c'est pas facile dans la vie de tous les jours parce qu'on, Mhm. voilà, nous, on est extrêmement chanceux d'avoir pu vivre cette passion. Donc, c'est c'est pas, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, ça reste de la Mhm. chance. Donc, c'est vrai, quand on a des métiers qui sont plus, voilà, alimentaires, etc., c'est compliqué de trouver du sens. Mais, voilà, moi j'essaye de faire simple et trouver du sens. Donc généralement quand on quand on fait simple et qu'on va à l'essentiel, c'est généralement comme ça qu'on est heureux. Donc Mhm. faut juste essayer de réduire le bruit qui nous entoure pour voir qu'est-ce qui nous anime quoi. Ah, c'est beau, merci. Et les 2024, des gros objectifs? 2024, ouais, j'ai pas encore Ok, vraiment tout donc décidé. on n'aura pas de... Euh, Ouais, mais il faut que je décide rapidement. Mais non, voilà, j'ai des idées. Hein. Ouais. Effectivement, je vais rester sur le côté ultra. Est-ce que c'est diagonale, UTMB, hard rock? Bon, pas western, c'est sûr. Mais voilà, ça sera un de ces trois-là. T'as Et envie de revenir au sûrement, Grand Raid voilà. alors, t'as envie de revenir souffrir. Ah ouais, ouais, ouais. Mais en fait, c'est la seule course Hmm. si rapidement, en fait, généralement, il te faut toujours 1 ou 2 jours pour savoir si tu vas revenir l'an prochain. Mais le Grand Raid, à chaque fois que je franchis la ligne, ouais, je sais que je me dis que l'an prochain, je suis là, quoi. Et c'est assez bizarre parce que c'est quand même la course où je souffre le plus Ouais. et c'est celle qui à chaque fois me donne envie de revenir. Mais j'ai vraiment aussi envie de préparer le Grand Raid euh, comme il faut parce que tu peux pas. Voilà, cette année, je suis venu à la suite de l'UTMB parce que je me sentais bien après l'UTMB, mais c'est une course qui mérite aussi d'être préparée vraiment à la hauteur de cette course. Donc ça veut dire aussi faire des impasses avant, il faut que je réfléchisse. Ouais. Ouais, ouais, on va clore là-dessus. C'est vrai que c'est le paradoxe de dire que finalement, plus jamais ça quand on a passé la ligne d'arrivée et que 2 jours après, on Ouais. dit on sera inscrit dessus. C'est clair. C'est ça, et on est quand même bizarre hein, dans le cerveau. Ouais, c'est ça. Faut pas trop chercher à se comprendre. Bah, en tout cas, vraiment, vraiment, vraiment un grand merci sincère de toute l'équipe hein, du podcast Un secret d'endurance Bagnolo. Et puis, bah, nous, on te souhaite, et tous les auditeurs te souhaitent une superbe saison. Puis, j'espère qu'on va se revoir, nous, évidemment, sur les sentiers, que ce soit en métropole ou à La Réunion. Cool. Eh ben merci Eric. À très Merci, bientôt. merci, bye bye.